Il y a les films des années 90 dont tout le monde se souvient. Vous savez, ces mythes, ces légendes, ceux dont on parle encore 30 ans plus tard. C'est généralement des films qui sont rediffusés à l'infini, qui sont souvent remixés, remakés, rebootés. C'est des films dont on se souvient. Et puis à côté, il y a les autres. Des films qui avaient tout pour marquer une génération. Des films ambitieux, des films étranges, des films déviants parfois même imparfaits, des films qui ont disparu, avalés par le temps, ou alors écrasés par un blockbuster plus fort qui est sorti la même semaine, ou juste sorti à un mauvais moment, ou juste mal vendu, ou juste mal compris. Aujourd'hui, on va parler de ces films-là. Vous aviez beaucoup aimé le premier épisode de cette série, consacré aux films fantômes des années 80. Bienvenue aujourd'hui dans les années 90. On va partir ensemble à la recherche de ces films qui ont pu hanter une décennie avant de s'évaporer dans la mémoire, s'évaporer de la mémoire collective. Pourquoi ces films ont-ils disparu? Et même, qu'est-ce que ça dit de l'industrie de l'époque, le fait qu'ils aient disparu? Et qu'est-ce que ça dit de l'industrie d'aujourd'hui? Et surtout, est-ce que c'est des films qui méritent vraiment d'être découverts? Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 films que je découvre pour cette chronique, et je me suis replongé dans le passé à la recherche de ces films fantômes des années 90. Et pour commencer, un gros morceau, un film d'un cinéaste que j'aime énormément, dont on a beaucoup parlé sur Intercut déjà, Je parle de Richard Stanley. Richard Stanley, vraiment cinéaste qui gagne à être connu, J'ai beaucoup parlé de Hardware, un film qui était imparfait mais ultra ambitieux, techniquement assez unique, très original, très sensoriel Hardware, une grosse proposition de cinéma. Et en 92, Richard Stanley te sort un western horrifique, un film très fort qui s'appelle Dust Devil. Dust Devil, c'est typiquement le genre de film de vidéoclub que tu prends un peu au pif sans trop savoir de quoi ça parle et qui te met une claque. Franchement, moi, si je l'avais découvert gamin ou même un tout petit peu plus tôt, ce film, genre quand j'avais été ado, mais croyez-moi, il aurait été très haut dans les films qui m'ont marqué. On y suit un vagabond qui est étrange, un vagabond qui est inquiétant et qui erre dans le désert namibien en tuant quiconque croise son chemin. Et il tue d'une manière assez étonnante. Il tue selon un rituel démoniaque qui évidemment va attirer l'attention, donc bien vite un policier, le flic typique des années 90, donc un flic hanté par son passé, un peu traumatisé, va se lancer à la poursuite de ce vagabond et son enquête va rapidement prendre des allures de quête spirituelle de plus en plus oniriques et qui sombre même complètement dans le fantastique. Et c'est ça l'ambition du film, mais vraiment Richard Stanley transforme cette chasse à l'homme en pure dérive, en pure dérive mystique, où le désert devient un espace complètement sacré, hanté par des légendes, hanté par des forces anciennes. On est vraiment à la croisée des genres, on est vraiment à la croisée du western, comme je l'ai dit, du film d'horreur, du conte fantastique, avec une narration qui est volontairement flottante, assez lourde et quand même une sacrée ambiance, quoi. Une ambiance pesante, une ambiance parfois même franchement assez malsaine, et c'est là que le film, en fait, moi, il me fascine, et c'est ce que j'aime énormément dans les films de Richard Stanley. Franchement, branchez-vous Richard Stanley, les amis, parce que c'est vraiment pas un cinéaste à sous-estimer. Et là, sa mise en scène, deux références pour moi, et deux références qui font plaisir. Moi, j'ai beaucoup pensé à Jodorowsky, pas mal, et j'ai beaucoup pensé à David Lynch aussi, pas mal. Là, sa mise en scène, elle est hyper sensorielle, faite avec des cadres larges, des lumières vraiment hyper marquées. On est très loin d'un cinéma naturaliste, avec aussi une colorimétrie très assumée. C'était aussi le cas dans Hardware et ses teintes hyper rouges. Là, je trouve que ça marche du tonnerre, et il y a des séquences qui sont vraiment mémorables. Il y a quand même des scènes très marquantes. Et puis moi, j'aime tout bêtement cette atmosphère, ce montage qui laisse respirer l'intrigue, en fait. C'est pas un montage frénétique, c'est un montage qui aime prendre le temps, qui laisse respirer le récit, qui laisse respirer l'atmosphère, qui installe une tension lente, vraiment, le but c'est clairement de t'hypnotiser, et ça marche, et du coup franchement ça donne un film
très envoûtant. Et pareil pour la musique d'ailleurs, mais ça c'est tout le temps le cas dans les films de Richard Stanley. T'as des nappes sonores qui collent complètement à l'atmosphère envoûtante du film, là ça marche du tonnerre. On sent que c'est un film qui tenait à cœur au cinéaste en fait. On sent que c'est un film, je veux absolument rien spoiler de la narration et de l'intrigue, mais c'est un film qui dit beaucoup de choses. C'est vraiment un film aussi dont on sent qu'il habite le cinéaste depuis longtemps. Le problème, c'est que ce film a aussi eu une production complètement chaotique, notamment par le fait que les producteurs et les distributeurs aient pas du tout kiffé le montage très lent, et même le propos du film, et du coup ont complètement massacré la version dans laquelle le film est sorti à l'époque. Donc c'est un montage imposé par un producteur, une version tronquée qui a évidemment pas été aussi bien reçue qu'elle n'aurait dû l'être, une distribution catastrophique. Tout ça, évidemment, ça brouille la réception critique à l'époque. Trop étrange, trop lent, trop hybride aussi pour le grand public. Clairement, Dust Devil, c'est un film qui a été incompris et il faudra attendre vraiment très longtemps, il faudra attendre des années et l'arrivée des DVD pour que Richard Stanley puisse enfin sortir le film tel qu'il l'a imaginé en Director's Cut. Mais franchement, c'est un film qui avait beaucoup de choses pour devenir culte, et il mériterait de l'être. C'est vraiment, moi voilà, c'est le genre de curiosité de vidéoclub que j'ai envie de vous partager avec vous, et c'est vraiment un film à découvrir, à redécouvrir absolument. C'est un film qui avait beaucoup de choses pour devenir culte, et il mériterait de l'être. C'est vraiment, moi voilà, c'est le genre de curiosité de vidéoclub que j'ai envie de vous partager avec vous, et c'est vraiment un film à découvrir, à redécouvrir absolument. Mais ok, faut qu'on avance. Je vous propose un gros changement de genre. Vous savez qu'il y a un film très important dans les années 90, c'est Basic Instinct. Et vous savez aussi qu'il y a un genre qui a commencé à vraiment se multiplier dans les années 90, c'est les parodies, un peu à la Scary Movie. Vous voyez, les parodies de tous les grands succès au box-office, ou tous les grands succès de genre. Et bien avant les Scary Movie, il y avait par exemple Fatal Instinct. Bon, le titre est assez évocateur, une grosse parodie de Basic Instinct, mais pas seulement, et ça a été une découverte pour moi, Moi je connais plutôt les films qui le référencent. Et franchement, ce film c'est un bon rappel que la parodie bien faite, ça peut quand même être un régal quoi. Ici, tout y passe. Le film noir classique, les thrillers érotiques typiques des années 90, voilà, Body Heat, Basic Instinct, Liaison fatale, bref, tous ces grands classiques qui mêlent enquête et côté un peu sexy. Et bon comme souvent avec les parodies, le pitch en lui-même, c'est un peu un prétexte. Un avocat, flic, pris dans des affaires de meurtre, de séduction, entouré de femmes fatales plus absurdes et tellement too much les unes que les autres. On s'en fout un peu, en vrai. Ça, c'est un prétexte qui sert juste à convoquer, je dirais, toutes les références. Ce qui compte vraiment, si tu veux que la parodie soit réussie, c'est l'énergie. Et franchement, moi, je suis pas fan des parodies à la Scary Movie. Ça a vite tendance à me saouler, ça me fait vraiment pas souvent rire. Mais ici, le film enchaîne les situations grotesques à toute vitesse. Il détourne les codes avec une énergie et une... Enfin vraiment, tu sens que le film, les mecs derrière, ils jubilent quoi. Ils s'éclatent en vrai. Et ça s'arrête jamais, dès la première scène. C'est une avalanche de gags, de références. Et ce rythme fou, il aide, parce que même si une blague tombe à plat, la suivante, elle arrive directement pour relancer la machine. Groundhog Day, Doris Day, tomorrow. Why don't we meet tomorrow evening then? I'll let you know where. Et en fait, c'est ça la vraie réussite du film, c'est son rythme et son sens du timing. On est clairement, je dirais, plus dans la lignée des As que des Scary Movie. Il y a quand même beaucoup plus de maîtrise, plus de savoir-faire à la fois dans l'humour et dans la mise en scène. Parce que, oui, alors c'est de l'humour absurde, parfois débile, pas se mentir, mais c'est aussi de l'humour très souvent visuel et mise en scène avec maîtrise. Je veux dire, ça joue le jeu à fond. C'est pas un film qui se dit, ok, on a une parodie, donc on a le droit de faire cheap et d'avoir une mise en scène et une photographie dégueulasse. Non, le film il s'amuse aussi à reproduire à merveille les codes du film noir. Vous les connaissez ces codes, éclairage contrasté, musique jazzy, cadre et composition des cadres hyper élégantes. Et ce contraste du coup entre forme très sérieuse qui respecte son spectateur et fond complètement débile,
ça finit par te faire craquer en fait. Moi, ça a marché, hein. Ça a vraiment marché. Tu rajoutes à ça aussi un petit casting impeccable qui joue le jeu à fond, qui n'a jamais peur d'être ridicule. Ça finit par faire mouche. Le film se moque pas seulement des références. Je veux dire, c'est pas un film qui profite du fait d'être une parodie pour être fait un peu à l'arrache. C'est pas du tout ça. Et ça, c'est à valoriser. C'est un film qui n'a rien de fin, certes, mais qui réussit l'essentiel, c'est-à-dire d'être inventif constamment, de faire rire en continu et d'avoir un rythme parfait pour te faire passer 1h40. Et c'est globalement tout ce que je lui demandais. Vraiment, c'est un film idéal de dimanche soir. Got a light? Sure. Bon allez, on change de continent et je vous ai trouvé une dinguerie. Clairement les amis, je vous ai dégoté un truc, vous êtes pas prêts. Hein. Un film dont j'aime beaucoup le titre français. Un film aussi qui va clairement empêcher cette vidéo d'être monétisée, je pense. Ce film s'appelle Des monstres et des hommes. Bon, des monstres et des hommes, grosse expérience que je vous balance là, honnêtement. On est à Saint-Pétersbourg, à la fin du 19e siècle, au moment où le monde bascule doucement vers la modernité, notamment avec l'arrivée du cinématographe. Et on y suit un homme, Johan, qui gagne sa vie en faisant circuler sous le manteau des photographies pornographiques. Et évidemment, la vie de ce mec, elle change complètement avec l'arrivée du cinéma. Les photos deviennent has-been. Pourquoi se contenter de photos porno quand tu peux avoir des films porno? Et autour de lui, du coup, gravite toute une galerie de personnages qui sont complices en fait de son trafic, ou alors qui sont clients, ou alors qui sont victimes, qui alimentent en fait un réseau hyper pervers et qui du jour au lendemain est complètement bousculé par l'arrivée du cinéma et par l'arrivée des premiers films érotiques. Et c'est un vrai ovni, mais c'est aussi un grand film de mise en scène. Hein. Très fort dans sa manière de filmer la transition d'une époque à une autre. C'est-à-dire que le film, en fait, il va commencer comme un film muet, donc avec carton, avec intertitres, avec musique permanente, avec même direction d'acteur, très appuyée, très surjouée entre guillemets, en tout cas avec une gestuelle très appuyée. Bref, vrai film muet, puis on glisse progressivement vers le parlant, ce qui fait que le film lui aussi littéralement navigue entre deux époques et entre deux technologies qui évoluent, ce qui donne au film un côté très intemporel, très étrange et vraiment quasi fantastique en fait. Ни живопись, ни литература, ни фотография, а именно синематограф откроет истину простым людям. Вы же видели, какое действие оказывают живые картинки на простых людей. Так что фотография ваша умрет. Et visuellement, bon, je pense que vous l'avez vu aux images, mais c'est quand même une vraie claque. Et surtout, plus important encore, c'est une claque qui ressemble à pas grand-chose que je connaisse. Le noir et blanc, légèrement sépia, bon, alors, je veux pas name dropper parce qu'honnêtement, mes connaissances en cinéma soviétique sont un peu limitées, hein, honnêtement, c'est une lacune que j'ai. Mais avec ce sépia qui déborde sur ce noir et blanc, j'ai évidemment beaucoup pensé à Stalker. Et puis, la richesse des décors intérieurs, les mouvements de caméra hyper fluides, la maîtrise du dispositif aussi, tout participe à une esthétique qui est ultra travaillée, hein. Vraiment, on est sur des peintures, hein. Et d'ailleurs, on l'assume aussi, ce côté très travaillé, avec un symbolisme très présent. Un symbolisme où le bizarre flirte constamment avec l'érotisme. Enfin, vraiment, ça donne un vrai cachet visuel qui soutient tout le film. Alors, après, c'est un film, attention, il y a du boulard, hein. Ça parle de la perversité, ça parle des rapports de domination physique pendant le bon gros cul. Je veux dire, c'est un pur film de cinéma, un pur film de metteur en scène qui se dépasse largement le cadre du « Oh, ben, les films porno sont arrivés, les photos sont has-been ». Ça dit beaucoup de choses du réseau dans lequel les gens évoluaient, ça dit beaucoup de choses de l'époque, ça dit beaucoup de choses de la manière dont une technologie peut en remplacer une autre, et c'est un film qui n'est pas extrêmement factuel, dans le sens où en fait il repose sur une espèce d'étrangeté poétique permanente. C'est un film d'une poésie totale. Mais bon, dans Film Fantôme, on cherche toujours à comprendre un peu pourquoi ces films-là ne sont pas restés dans la mémoire collective. Bon, Des monstres et des hommes, il a quand même eu une sélection à Cannes, hein, mais avec un tel sujet, rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas explosé, à ce qu'il soit pas vraiment connu. C'est un film qui est resté très confidentiel, trop singulier et sans doute un peu trop dérangeant pour toucher le grand public. Et puis avec un tel sujet, voilà. Mais du coup, c'est mon rôle d'en parler aujourd'hui et de vous rappeler que ce film existe. Et franchement, ne vous laissez pas avoir par le sujet qui peut paraître un peu morbide, un peu morose. C'est un film qui maîtrise totalement ce qu'il fait, qui maîtrise totalement son rythme, qui est très intéressant, franchement on s'ennuie pas une seconde, et c'est une sacrée curiosité à découvrir. Не позволю! Я не для этого вам сдал ателье. Здесь живут порядочные люди, таким как вы, здесь не будет места. Я...
Bon allez, on va y aller vers les vidéoclubs cinéma de genre années 90. Je sais que vous aimez beaucoup ça, on va y retourner vers le cinéma de genre très typé 90s. Je voulais de l'horreur bizarre, type série B bis. Je cherchais des pépites cachées de ce genre-là qui ont disparu. Bon, dans les années 90, j'avais le choix, très clairement. Et j'ai décidé de partir sur un film qui s'appelle Borrower, le voleur de tête. Réalisé par John McConaughton, que vous connaissez sans doute pour son film Henry, portrait d'un serial killer, qui est un film sacrément morbide aussi. Ici, dites-vous qu'on est pas forcément de la même ambiance. On est dans un gros délire bis, comme j'adore les voir, une espèce de délire hybride entre science-fiction, polar, comédie gore, enfin, ça part un peu dans tous les sens et le point de départ, je trouve qu'il est génial. Un extraterrestre a commis un crime, du coup, il est chassé des siens et comme punition, on l'envoie être exilé sur la Terre, piégé dans un corps humain. Sauf que sa transformation elle est incomplète et que toutes les 6 heures, sa tête explose. Et pour survivre, il doit donc arracher des têtes humaines et les coller sur son propre corps en prenant donc l'identité de ses victimes. Un concept qui promet un joyeux chaos, ça tombe bien, c'est exactement ce que le film nous donne. Et c'est un film complètement bordélique, hein, très rock d'ailleurs, la bande originale très rock, très rock rétro je dirais, ça donne encore plus un côté bordel à tout ce film-là. Et vraiment, c'est foutraque, c'est parfois hilarant, c'est parfois glauque. En tout cas, c'est toujours surprenant. Et c'est à la fois, je dirais, sa force et sa limite. Parce que derrière ce mélange des genres, il y a des vraies idées. Il y a les possessions successives du borrower, du coup, qui change d'identité un peu tout le temps. Ça permet, et ça c'est assez malin, d'esquisser une vraie petite satire sociale en le faisant passer du coup d'un milieu à un autre en fonction de qui il a pris la tête. Et du coup, le film s'amuse à montrer comment il est traité différemment en fonction de qui il l'interprète, entre guillemets. Il y a aussi des séquences qui fonctionnent vraiment très bien, notamment quand on va à fond dans l'absurdité gore ou dans le chaos total. Là, je me régale, mais on va pas se mentir aussi. Le film assume clairement d'être un bordel, mais ça fait aussi que, bon, il est très inégal et il s'éparpille beaucoup. Ce qui fait que tu vas avoir des trouvailles de fou et puis d'un coup des maladresses, notamment cette fin un peu ridicule honnêtement. Et c'est dommage parce que c'est un film qui est très original. Pareil, pur film de dimanche soir, tu peux pas dire que tu passes un mauvais moment. C'est un film qui est vraiment très inégal. Certaines scènes vont te faire dire que c'est complètement génial et puis d'un coup, tu vas dire... Cette scène de 10 minutes, là, j'aurais pu m'en passer, quoi. Donc ouais, film original, mais à qui manque pas grand-chose pour dépasser le cadre de petite curiosité bis. Il est juste un peu trop bancal, je pense, pour marquer durablement. Mais bon, franchement, pareil, hein, les amoureux de ce genre de cinéma, comme moi, honnêtement, c'est à découvrir, hein. Hey, my man, check it out. Flake, rock, smack, I got coke. Competitive price. You see what I'm talking about? I got flake, rock, crack, smoke. Et pour terminer, vous allez rigoler, parce que, en fait, en faisant mes recherches sur, du coup, Borrower, je suis tombé sur un autre film qui m'a intrigué, qui avait l'air très sympa, et qui s'appelle... Borrower. Donc ouais, c'est littéralement le même titre, mais bon, vous allez voir, rien à voir avec l'extraterrestre chasseur de tête ici. On est plutôt sur un conte fantastique familial, qui est un genre que j'adore dans les années 90, qui s'appelle donc Le Petit Monde des Borrowers. Vous connaissez mon amour des comédies fantastiques familiales des années 90, vous savez, ces comédies que tu peux regarder en famille, toujours un peu typées genre Amblin Productions. Je vous ai déjà par exemple beaucoup parlé de Mathilda déjà, qui est un film, qu'est-ce que je l'aime ce film, qui a complètement marqué ma jeunesse. Et ben dans ce film-là, qui est lui aussi adapté d'un bouquin jeunesse d'ailleurs, on suit la famille Clock, qui sont de minuscules petits êtres humains qui vivent en secret dans les murs d'une maison et qui survivent en récupérant des objets aux humains. Quand je dis minuscules, c'est vraiment ils font 30 cm quoi. Mais du coup, il y a une petite alchimie. Ils vivent en secret dans la maison, ils arrivent à survivre, leur propriétaire fait pas attention à eux, bon voilà, pas de problème. Mais voilà, leur petit monde se retrouve menacé par un notaire véreux absolument odieux, interprété par John Goodman qui se régale, et qui est bien décidé à détruire la maison. Donc à partir de là, le film va dérouler une aventure ultra rythmée, avec des inventions, avec du danger, avec des poursuites. C'est-à-dire, on pense évidemment, même dans le ton, hein, même dans l'atmosphère, même dans l'énergie, on pense à Chérie, j'ai rétréci les gosses, on pense à, Mathilda. Je veux dire, oui, il y a ce même mélange de
Fantasy, d'humour, fantastique, menace, mais pas une menace à l'échelle mondiale en mode il y a des extraterrestres qui vont détruire la Terre, une menace de quartier en fait, une menace du quotidien et où le quotidien devient du coup un vrai terrain d'aventure. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais qu'est-ce que ça fait du bien ce genre de film, qu'est-ce que ça fait du bien quand c'est fait avec un respect du public, ça donne vraiment un film inventif, généreux et ultra créatif. Et surtout, attention, hein, parce que le film, moi, il m'a surtout impressionné par sa maîtrise de la mise en scène et sa maîtrise des effets spéciaux. Parce que, bon, on est à la fin des années 90. Le tout début du numérique arrive à grands pas. Ici, le cinéaste, Peter Hewitt, privilégie largement mais tout ce qui est old school en fait, tout ce qui est à l'ancienne, les maquettes, les miniatures, les trucages traditionnels, un peu à la Méliès, ce qui lui permet de jouer à fond sur les échelles et de donner vraiment un côté très matériel, très concret à cet univers-là. Il y a une vraie matérialité dans le tintouin. C'est ce qui fait qu'en fait le film est encore regardable 30 ans plus tard, quoi. C'est ce respect du old school à l'ancienne que j'adore, vraiment, et le film n'a pas vieilli une seconde. Surtout qu'à côté de ça, t'as quand même un découpage ultra dynamique, avec un rythme qui faiblit jamais, il y a plein de petites idées visuelles assez malignes dans ce film. T'as vraiment plein d'inventivité. Alors oui, c'est parfois très bon enfant, parfois un peu trop, même dans le personnage de John Goodman, qui est une caricature vivante, hein, mais je veux dire comme l'était Madame Le Gourdin dans Mathilda. C'est normal qu'il cabotine joyeusement, moi je veux qu'il cabotine joyeusement en fait dans ce genre de film. Mais en tout cas, par contre, il y a un sens du spectacle qui fait mouche et que moi, je pourrais conseiller à n'importe quel parent pour regarder ça en famille, quoi. Et là, j'ai du mal à comprendre comment un film aussi fun, aussi bien fabriqué, aussi attachant, a pu être si peu souvent cité, voire même oublié, parce que vraiment, j'en avais pas entendu parler de ce film. C'est là mon premier petit mystère, en fait, dans Film de fantôme. D'habitude, j'arrive vraiment à comprendre pourquoi. Là, difficile à expliquer, quoi, parce que c'est vraiment un film qui avait le potentiel de devenir une de ces grandes fresques d'aventure familiale que tout le monde connaît. En tout cas, à découvrir absolument, les amis. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Il y en aura d'autres, hein, peut-être. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, mais clairement, je peux tout faire. Je peux faire genre, je peux faire carrière, je peux faire filmographie, je peux faire encore par décennie, c'est vraiment comme vous voulez. N'oubliez pas qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne, c'est ultra important, ça change tout pour le travail qu'on fait. Enfin, que je fais, je sais pas pourquoi je dis on, parce que je suis vraiment solo sur Intercut. Je suis aussi sur Instagram, très actif, le lien est dans la description. On n'oublie pas de s'abonner et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater, puisqu'on sort des vidéos assez régulièrement. Prenez soin de vous les amis, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.